Tout d'abord, en fait, la prise de conscience, pour moi, ça a été la visite du pavillon belge à la Biennale d'architecture de Venise, qui était aménagée par Rotor, où Rotor a présenté des matériaux du bâtiment qui étaient des éléments de matériaux usés. Et en fait, ils les ont présentés comme des œuvres d'art. Et ça a eu pour effet, pour pas mal d'architectes qui ont visité ce pavillon, une vraie prise de conscience sur en fait, la vraie valeur des matériaux et la vraie valeur des matériaux auxquels on a affaire tous, à la fois sur les projets sur lesquels on intervient avant de créer un nouveau projet, et à la fois les matériaux qu'on va mettre en œuvre dans nos projets. Concernant les déchets du bâtiment, en fait, notre secteur, le secteur de la construction, est le secteur qui est le plus gros producteur de déchets, puisqu'on voit en orange, en fait, qu'on produit à peu près un peu plus de 70% des déchets tout confondus. Déchets ménagers, déchets industriels. Le bâtiment, on est le plus gros producteur de déchets, donc on est complètement responsable dans cette question de la production de déchets. Alors ces déchets aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent, pour beaucoup, ils sont enfouis, ils sont stockés, ou ils sont incinérés, ou à défaut, ils sont recyclés. Bien entendu que la valorisation énergétique ou le recyclage restent quand même vertueux, mais tous ces systèmes d'élimination posent beaucoup de problèmes environnementaux, que ce soit en matière de qualité de l'air ou de l'eau, de consommation d'espace pour le stockage, la dégradation paysagère ou la pollution atmosphérique et les nuisances sonores ou olfactives, bien entendu. On a encore malheureusement beaucoup de déchets du BTP qui finissent dans la nature. On en est aujourd'hui, on a comptabilisé 49 millions de tonnes annuellement à l'échelle nationale, ce qui est énorme et qui pose de sérieux problèmes de pollution. En Hollande, en fait, la Hollande s'est vraiment attaquée à cette question de pollution par les déchets, alors que nous, en France, on est vraiment en retard. En parallèle de ça, ici, vous pouvez voir la courbe du coût des matières premières, parce que les ressources de matières premières commencent à manquer, et le coût commence à augmenter vraiment de manière exponentielle. En 17 ans, le coût des matériaux a doublé, par exemple. Et en parallèle de ça, on a des matériaux qui nous servent énormément dans le bâtiment, comme le sable, qui disparaissent, et qui deviennent un vrai problème pour faire du béton. Donc on va être obligé de changer nos manières de construire et de concevoir surtout nos bâtiments en s'inscrivant dans l'économie circulaire, en travaillant différemment, en reconvertissant les bâtiments, en travaillant sur le réemploi et surtout en changeant nos comportements, nous architectes, qui avons eu jusqu'à présent l'habitude de partir d'une feuille blanche avec souvent même pas en charge la déconstruction du bâtiment existant sur les terrains sur lesquels on devait construire des bâtiments neufs. Donc le réemploi, qu'est-ce que c'est? Le réemploi qui reste plus vertueux que le recyclage dans les 3 R de l'économie circulaire. Le réemploi consiste à déconstruire des bâtiments existants, à récupérer les matériaux et à réutiliser ces matériaux dans des constructions neuves. Bien entendu que ces matériaux ne passent pas par le statut de déchet. Donc ça, c'est un problème réglementaire auquel on est confronté, mais que le gouvernement essaye de lever actuellement avec la feuille de route sur l'économie circulaire et un certain nombre de notes qui sont sorties pour éviter que les matériaux déconstruits passent par le statut de déchet. Et le réemploi reste bien entendu bien plus vertueux que le recyclage dans la mesure où il évite du transport, beaucoup de transport, du passage en usine avec consommation d'énergie et retransformation de la matière en matière première pour créer de nouveaux matériaux. Le réemploi reste aujourd'hui extrêmement encouragé par l'Union européenne qui légifère et incite les États membres à traduire les directives européennes dans la réglementation française. Ici, vous avez un bâtiment qui a été construit à Bruxelles qui vise à montrer l'engagement de l'Europe vis-à-vis du réemploi, dans lequel vous avez une façade qui utilise des menuiseries extérieures réemployées, des menuiseries en bois.
même si dans ce bâtiment précisément, cette façade ne sert à pas grand-chose, mais elle reste quand même un témoin de l'importance de s'engager dans le réemploi. Alors nous, Rédificaré, nous sommes une association aujourd'hui constituée d'architectes, d'ingénieurs et d'entrepreneurs et bureaux d'études du bâtiment. Nous travaillons sur des études de recherche sur le réemploi et des missions opérationnelles de déconstruction sur des chantiers de déconstruction parce que nous avons été en fait sollicités par des maîtres d'ouvrage sur la déconstruction avant même d'avoir fini nos études qui visaient à en fait rechercher sur des cas concrets comment on pouvait mettre en œuvre le réemploi. Donc nous avons été lauréats d'un appel à projet lancé par le Conseil régional PACA et l'ADEME qui nous permet en fait de préfigurer une filière dans la mesure où nous, en tant qu'architectes, nous avons conclu que si nous souhaitions utiliser des matériaux de réemploi dans nos bâtiments, il fallait pouvoir aller trouver ces matériaux et en parallèle de ça, les maîtres d'ouvrage qui démolissent des bâtiments ne savent pas que faire de leurs matériaux. Donc on s'est dit, si on veut faire avancer les choses, il faut créer une filière qui permette qu'on puisse identifier les matériaux qui vont être déconstruits dans les bâtiments à déconstruire et que les architectes qui construisent et qui font leurs projets puissent intégrer ces matériaux dès le permis de construire. Donc nous avons proposé à l'ADEME de faire un état des lieux en PACA des acteurs concernés par le réemploi et de travailler sur des études de cas concrètes qui vont nous permettre de préfigurer en fait comment les choses pourraient se passer et surtout de recueillir des informations techniques et économiques en faveur ou pas du réemploi. Donc nous avons nous avons choisi la déconstruction de la faculté de médecine du site nord à Marseille, qui est un bâtiment qui a été construit par René Hégère. En fait, AMU, donc ex-Marseille Université, souhaite démolir ce bâtiment qui fait 37 000 m², qui est une faculté de médecine qui accueille plusieurs types d'écoles et des laboratoires de recherche, pour construire 37 000 m² de bâtiments scolaires et de bâtiments de recherche. Donc on a dit à AMU, peut-être qu'il y aurait moyen de faire autrement que de démolir ces bâtiments pour refaire le même programme sur le même site. Donc on leur a proposé d'utiliser ce cas de figure pour notre recherche d'études de cas. Et on a travaillé sur deux axes. Le premier qui consiste à réutiliser la structure existante in situ, c'est-à-dire leur proposer de reconvertir les bâtiments existants, mais en sécurisant la démarche. Et le deuxième axe, on leur a proposé de déconstruire, d'étudier la déconstruction de la faculté de médecine pour qu'on puisse soit reconstruire de nouveaux bâtiments avec la charpente existante, comme l'a fait Dominique Perrault sur le projet Luxembourg, soit déconstruire la charpente métallique et reconstruire de nouveaux bâtiments ailleurs avec cette charpente. Alors, en fait, il s'agit d'un procédé GIP, le procédé qui a été utilisé pour la construction de cette faculté. Et le procédé GIP Industrie, c'est un procédé qui a été utilisé à la reconstruction en France et qui est utilisé dans énormément de bâtiments scolaires à l'échelle nationale, que ce soit des écoles, des collèges ou facultés ici. Et en fait, c'est un système constructif très performant puisqu'il utilise des profilés normalisés. Et aujourd'hui, on va voir que la structure reste dans un parfait état. Dans un parfait état, alors qu'en France, beaucoup de projets visent à démolir ces bâtiments. On l'aura vu sur les PPP à Marseille, où la ville de Marseille veut démolir 35 écoles, notamment, qui ont été construites selon le procédé GIP. Donc, nous avons en fait établi une espèce de feuille de route pour arriver à analyser la structure existante, la charpente existante, et pour savoir, en fait, avec une manière un peu empirique, comment on allait lever les embûches qui pouvaient nous empêcher de conseiller à AMU de reconvertir ces bâtiments.
Donc on est parti de la charpente existante. Dans les bâtiments, on ne voit plus du tout la charpente parce qu'en fait, il y a des faux plafonds partout, il y a des cloisons partout et on pourrait même ne pas se rendre compte que c'est un bâtiment en charpente métallique. Donc on a dû faire une première recherche documentaire dans les archives. Bon, les archives de l'université, évidemment, il n'y avait plus rien. On est parti aux archives départementales et on a permis, avec cette recherche documentaire et des contrôles visuels, des poses de faux plafonds, des poses de cloisons, etc., retrouver une traçabilité et reconstituer en fait la conception du bâtiment à l'origine avec les types de profilés, les types d'assemblage, les liaisons aux fondations. Et nous avons complété ces repérages visuels et documentaires par des investigations techniques sur place pour caractériser les aciers, faire un bilan sanitaire des aciers, étudier le sujet à incendie, feu, des centres de charge et faire des prélèvements amiante et plomb pour avoir une vraie connaissance de l'existant. Donc sur les recherches historiques, nous sommes retombés sur ce fameux procédé JIP Industrie qui a permis de construire autant de bâtiments scolaires en France. On a retrouvé quelques extraits de CCTP qui nous ont permis de savoir que, par exemple, les planchers béton avaient été construits avec des poutrelles métalliques et des petites dallets de béton préfabriquées assemblées, avec des panneaux d'aluminium en verre et couvertures bac acier autoportant, ce qui nous a permis en fait de reconstituer la charpente et la conception des planchers, de reconstituer les sections, d'identifier les assemblages, et sur chaque poutre, on a pu retrouver ces indications qui nous ont permis, grâce au CTICM, de reconstituer les types d'acier qui avaient été utilisés. Donc nous avons ensuite fait des investigations relatives à la corrosion, parce qu'il est très important de connaître l'état sanitaire en fait, de la charpente métallique. Et avec Acoros, le bureau d'études, nous avons fait des prélèvements qui nous ont permis de caractériser l'acier et qui nous ont permis de reconstituer les épaisseurs de peinture et la composition des peintures pour connaître leur potentiel de recouverture en fait, par de nouvelles couches. En matière de corrosion, comme vous pouvez le voir sur les photos, en fait, la charpente, elle est intacte, elle est impeccable. Et pourtant, elle date des années 70. Donc, pourquoi la démolir? On n'a pas encore compris la démarche d'AMU par rapport à ce souhait de démolition. On a fait des relevés infrasons pour connaître l'épaisseur des poteaux, puisque ce sont des poteaux rectangulaires et qu'on n'a à aucun moment le moyen de connaître leur épaisseur. On a réussi en fait à reconstituer toutes les informations qui nous ont permis une parfaite connaissance en fait des éléments métalliques de ce bâtiment. Dans les analyses de peinture, on a pu constater une peinture pelliculaire au plomb à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur la présence un peu plus importante de plomb, mais il y a très peu de structure qui est exposée à l'extérieur. Ce qui nous permet en fait de conclure pour la charpente intérieure que le niveau de présence de plomb étant inférieur au minimum réglementaire, ceci en fait nous permet de conserver la charpente en l'état sans avoir à la déplomber. Parce que en fait le coût de déplombage des peintures sur le métal est très important en fait. Et ça peut être un vrai frein au réemploi. Donc, suite à ces investigations techniques qui nous ont permis de conclure à un total potentiel de réutilisation de cette charpente, nous avons cherché à savoir si AMU conservait cette charpente, est-ce qu'il y aurait lieu de la rendre parasismique, puisque à Marseille, en fait, le secteur est devenu à faible sismicité. Et donc, nous avons étudié l'Eurocode 8 pour savoir dans quelles conditions on pouvait échapper en fait à l'application de la réglementation parasismique qui nous aurait obligés à modifier en fait et à renforcer les profilés structurels qui risquaient de coûter un prix important.
Donc finalement, en conservant la structure métallique en l'état, avec les planchers béton tels qu'ils sont, en restant dans le même type de programme, c'est-à-dire code du travail ou ERP pour les locaux scolaires, et en conservant des surcharges équivalentes, puisqu'il n'y a pas lieu de toute façon d'augmenter les surcharges, en fait, on a conclu que la réemployabilité totale de la structure du bâtiment était totalement possible et qu'il suffisait de déconstruire le second œuvre pour pouvoir avoir un bâtiment conforme à la RT 2012, comme on doit le faire sur un bâtiment neuf. Sur la réemployabilité à l'extérieur, pour le moment, c'est un peu plus compliqué. Les charpentiers métalliques sont un peu frileux sur la déconstruction, mais on est en train de voir que ça bouge et qu'on va pouvoir arriver à... Enfin, avec quelques pionniers, avec quelques charpentiers métalliques pionniers, on va pouvoir... étudier la déconstructibilité à un coût correct. Parce qu'en fait, c'est ça, le coût. Aujourd'hui, on est sur à peu près le même prix en déconstruction de la charpente métallique qu'en construction. Voilà, alors juste un dernier exemple très rapide, juste déconstruction de la plateforme. Donc ça, c'est une autre étude de cas, mais sur laquelle on aura pu déconstruire le bâtiment et réutiliser de la charpente métallique. Donc ça, il s'agit de la plateforme industrielle de tri de la Poste à Nice, pour lequel il y avait une aile du bâtiment qui était en charpente métallique, pour lequel le maître d'ouvrage qui souhaitait Postimo s'impliquer vraiment dans le réemploi. Nous avons pu, en intégrant cette contrainte de déconstruction de la charpente métallique, intégrer dans le marché de déconstruction la dépose de la charpente et la construction d'un nouveau bâtiment qui va être construit à Marseille sous le Grand Littoral, sous les lettres Marseille, un bâtiment qui s'appelle la station Foresta qui va être construit par Yes We Camp pour le parc Foresta. Donc ici, sur ce projet, en fait, le parc Foresta, ils ont, dès la conception de leur bâtiment, intégré la charpente métallique. C'est-à-dire que ce que vous voyez en haut, c'est en fait la charpente métallique qui est déconstruite du bâtiment de la Poste de Nice et qui a été intégrée dans le bâtiment de Yes We Camp. En sachant que pour ce projet, ce qui a permis qu'on arrive à réintégrer cette charpente existante, c'est le temps en fait entre le moment où la Postimo nous a contactés pour travailler là-dessus et le moment où la déconstruction aura lieu. En fait, il s'est écoulé 1 an entre le moment où nous on a pu identifier que des matériaux étaient potentiellement réutilisables dans ce bâtiment et le permis de construire qui a été déposé par Yes We Camp et 1 an après la déconstruction qui a permis de déconstruire la charpente métallique pour construire le nouveau bâtiment. Voilà. Bravo, merci Valérie. Bravo.